Il était 18h47, le 24 décembre 1944, le sergent américain Thomas Mitchell, originaire du Wisconsin, n'en croyait pas ses narines. Après 7 mois passés dans un camp de prisonniers allemands, après des jours interminables de soupe claire et de pain sec, soudain, l'odeur inégale de strudel aux pommes fraîchement cuits emplit la baraque glaciale. Lorsque le caporal Hans Schneider franchit la porte avec un plateau fumant, chargé de dizaines de parts de strudel aux pommes dorées et de pain d'épices parfumé, 34 soldats américains endurcis au combat fondirent en larmes. À cet instant précis, en cette veille de Noël 1944, Mitchell comprit une vérité qui allait bouleverser sa vision de la guerre. L'humanité pouvait survivre, même dans les heures les plus sombres. L'hiver 1944 fut le plus rigoureux que l'Europe ait connu depuis des décennies, au Stalag 7A. L'un des plus grands camps de prisonniers de guerre de la Wehrmacht, près de Moosburg, en Bavière. Plus de 27 000 soldats alliés étaient détenus. Parmi eux, 4 200 Américains, pour la plupart de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, abattus au-dessus du territoire allemand ou capturés pendant la bataille des Ardennes. Le sergent Thomas Mitchell, 23 ans, originaire de Milwaukee, était l'un d'eux. Son bombardier B-17 avait été abattu le 14 mai 1944 au-dessus de Schweinfurt. Il avait passé les 7 derniers mois en captivité allemande, sans jamais savoir s'il reverrait un jour sa famille. Ce que Mitchell ignorait, en se réveillant par ce matin glacial de décembre, c'est qu'un plan exceptionnel prenait forme dans les cuisines du camp. Le caporal Hans Schneider, 42 ans, boulanger de Munich et trop âgé pour le front, avait pris une décision. Malgré le rationnement sévère, malgré ses propres privations, il offrirait un cadeau spécial à ses prisonniers pour Noël, quelque chose qui allait au-delà du devoir militaire, quelque chose qui relevait de la pure humanité. Hans Schneider n'était pas un simple gardien. Avant la guerre, il possédait une petite boulangerie dans la vieille ville de Munich. Tous les matins, à 3h30, il allumait son four. Ses bretzels étaient célèbres dans tout le quartier. Son strudel aux pommes, préparé selon la recette secrète de sa grand-mère, une légende. Puis la guerre est arrivée. Ses 3 fils furent enrôlés, 2 sont tombés sur le front de l'Est, le 3e était porté disparu depuis Stalingrad. Sa boulangerie fut détruite lors d'un bombardement en juillet 1944. Tout ce qui restait à Hans, c'était son métier et le souvenir de jours meilleurs. En novembre 1944, Schneider fut affecté aux cuisines du Stalag 7A. Ce qu'il y vit lui brisa le cœur. Ces jeunes soldats américains, à peine plus âgés que ses propres fils, étaient émaciés, transis de froid, avec des regards vides. Le soldat de première classe Robert Davis, originaire du Texas, ne pesait plus que 52 kg à son arrivée au camp. Le caporal William Patterson, de l'Ohio, tremblait de froid la nuit, son uniforme étant bien trop fin pour l'hiver bavarois. Le sergent Mitchell lui-même avait perdu 18 kg en 7 mois. Mais ce qui toucha le plus Schneider, c'étaient leurs yeux. Ces hommes avaient perdu tout espoir. Ils ne ressemblaient pas à des ennemis. Ils ressemblaient à des garçons perdus, qui voulaient seulement rentrer chez eux, comme ses propres fils. Et ainsi, Hans Schneider prit une décision qui allait à l'encontre de toute logique militaire, mais qui suivait son cœur. Le 20 décembre 1944, Schneider alla voir son supérieur, le Hauptmann Friedrich Weber. Weber, un vétéran décoré du front de l'Ouest, était connu pour son respect strict de la Convention de Genève. Schneider présenta son plan. Il voulait préparer des gâteaux pour les prisonniers américains à Noël, de véritables strudels aux pommes, de véritables pains d'épices, comme au bon vieux temps. Weber fixa Schneider longuement. Les rations étaient maigres. Le peuple allemand souffrait de la faim.
Les soldats sur le front se battaient le ventre vide. Et voilà qu'un caporal voulait utiliser de précieuses denrées pour des soldats ennemis. C'était fou, c'était impraticable, c'était contraire à toute raison militaire. Puis Weber hocha lentement la tête. Peut-être pensait-il à sa propre famille à Hambourg, qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans. Peut-être pensait-il à son frère, prisonnier des Britanniques quelque part en Angleterre, et espérait-il qu'il soit traité avec humanité. Peut-être croyait-il simplement que dans cet enfer appelé guerre, il devait encore y avoir de la place pour l'humanité. Il approuva les 3 kilogrammes de farine, les 800 grammes de sucre, les 12 pommes provenant des stocks du camp. Il approuva l'utilisation de la précieuse cannelle, des clous de girofle, du miel pour les pains d'épices. Et il fit encore plus. Il ordonna que les prisonniers américains de la baraque 14 reçoivent du thé chaud le soir de Noël. Du vrai thé. Pas la bouillie claire habituelle. Les 3 jours suivants, Schneider travailla comme un forcené. Il organisa des ingrédients qui n'existaient pas. Un peu de beurre par-ci, un peu de saindoux par-là. Un camarade donna des raisins secs provenant d'un colis de chez lui. Un autre avait encore conservé des noix. Un adjudant, qui entendit parler du plan de Schneider, apporta en secret 200 grammes de verre miel. Le sergent Mitchell n'était au courant de rien de tout cela. Pour lui, le 24 décembre 1944 était d'abord un jour comme les autres. Froid, désolant, sans espoir. Les nouvelles de l'offensive des Ardennes avaient atteint le camp. Les Allemands semblaient contre-attaquer. Peut-être que la guerre ne finirait jamais. Peut-être qu'il ne fêterait plus jamais Noël avec sa mère à Milwaukee, qu'il ne mangerait plus jamais ses fameux chocolat chip cookies, qu'il n'entendrait plus jamais le rire de sa petite sœur à 18 heures. Les prisonniers de la baraque 14 reçurent l'ordre de se rassembler. 34 soldats américains, pour la plupart du personnel de l'armée de l'air, étaient assis sur leurs dures couchettes en bois, se demandant ce qui allait se passer. Une autre inspection. De mauvaises nouvelles, personne ne s'attendait à quelque chose de bon. Puis la porte s'ouvrit, le caporal Schneider entra, suivi de 2 autres soldats allemands. Il portait de grands plateaux. Et l'odeur qui se répandit figea le temps. Le soldat Robert Davis du Texas fut le premier à le reconnaître. Du strudel aux pommes. Il n'en avait mangé qu'une seule fois dans sa vie, chez une famille allemande de New York que ses parents avaient rencontrée en 1939. Mais cette odeur, cannelle, pommes cuites, pâtes croustillantes, était inégale. Le caporal Patterson de l'Ohio sentit le pain d'épices. Sa grand-mère avait émigré d'Allemagne. Chaque Noël, elle préparait du pain d'épices, exactement selon l'ancienne recette familiale. L'odeur le ramena 7000 kilomètres au-dessus de l'océan, dans leur petite cuisine de Cleveland. Le sergent Mitchell sentit les deux. Et à cet instant précis, après 7 mois de captivité, après 7 mois de peur, de froid et de désespoir, il craqua. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il essaya de les essuyer, mais elles continuaient à couler. Il n'était pas seul. Sur les 34 hommes de la baraque 14, 31 pleuraient ce soir-là, des soldats aguerris, des hommes qui avaient survolé des villes en flammes, qui avaient vu des camarades mourir, qui avaient survécu à des mois de captivité. Ils pleuraient comme des enfants. Le caporal Hans Schneider posa délicatement les plateaux. Avec des mains tremblantes, il avait travaillé pendant 72 heures pratiquement sans dormir. Il commença à distribuer les parts, à chaque prisonnier. Un généreux morceau de strudel aux pommes, encore tiède. Avec cela, 3 pains d'épices, parfumés à la cannelle, aux clous de girofle, à l'anis, glacés au miel. Ce qui arriva ensuite, personne ne l'avait prévu. Le soldat de première classe, Robert Davis, se leva. C'était un grand homme, 1,89 m, imposant même après des mois de malnutrition. Il s'approcha de Schneider,
Le caporal allemand devint visiblement nerveux. Qu'allait-il se passer maintenant? Davis tendit la main et Schneider la prit. Les deux hommes restèrent là, main dans la main, les larmes aux yeux. Aucun mot ne fut prononcé, aucun n'était nécessaire. Puis, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Le caporal William Patterson, dont la grand-mère avait été allemande, commença à chanter doucement. Douce nuit, sainte nuit, en allemand, d'une voix fragile, mais reconnaissable. Un par un, les autres Américains se joignirent à lui. La plupart ne connaissaient pas l'allemand, mais ils fredonnaient la mélodie. Et puis, tout doucement, le caporal Schneider commença lui aussi à chanter. Sa voix tremblait. Il pensait à ses fils morts, à sa boulangerie détruite, à tout ce que cette satanée guerre avait emporté. Le capitaine Weber, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, s'approcha. Lui aussi se mit à chanter. Puis d'autres gardes allemands se joignirent à eux. Allemands et Américains, ennemis par l'uniforme et les ordres, chantaient ensemble « Douce nuit ». En la veille de Noël 1944, dans un camp de prisonniers de guerre en Bavière. Quand la chanson se termina, un silence complet régna, puis, lentement, prudemment, le sergent Thomas Mitchell commença à prendre une bouchée de son strudel aux pommes. La pâte était parfaitement croustillante, badigeonnée de beurre. Les pommes à l'intérieur étaient moelleuses, sucrées, parfumées à la cannelle et à une pointe de citron. Le goût explosa sur sa langue, pas seulement la nourriture, mais tout ce qu'elle représentait. Le pays, la famille, l'humanité. La réalisation que tous les Allemands n'étaient pas des monstres, que dans cette folie appelée guerre, la bonté pouvait encore exister. Il ferma les yeux. Dans sa tête, il avait de nouveau 7 ans. Dans la cuisine de sa grand-mère à Milwaukee, elle avait des origines polonaises, mais aimait la pâtisserie allemande. La veille de Noël, elle avait toujours fait du strudel aux pommes. Mitchell s'était tenu sur un tabouret et avait regardé ses vieilles mains ridées étirer la pâte jusqu'à une perfection translucide. Quand il rouvrit les yeux, il vit que les autres mangeaient aussi, lentement, presque cérémonialement. Le soldat Davies pleurait silencieusement en mastiquant. Le caporal Patterson avait les yeux fermés, perdu dans ses souvenirs. Le lieutenant James Hawkins, le plus haut gradé de la baraque, un homme dur des Appalaches, qui ne montrait jamais ses émotions, avait enfoui son visage dans ses mains. Les pains d'épices étaient parfaits, pas trop sucrés, mais pleins d'épices. Le miel leur donnait une douceur dorée. La texture était ferme, mais pas dure. Épicée sans être envahissante, chaque bouchée était un poème, un cadeau, une promesse que, après cette guerre, le monde aurait peut-être encore une place pour la gentillesse. Schneider resta là pendant tout ce temps, observant ses prisonniers, non, ses invités, en train de manger. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient d'eux-mêmes. Ce n'était pas un devoir militaire, ce n'était pas un ordre venu d'en haut, c'était un homme, un boulanger de Munich, qui voulait apporter un moment de normalité, une bouffée d'humanité dans cet enfer. Après le repas, il se passa quelque chose qui n'apparaîtra jamais dans les rapports officiels, mais qui fut attesté par plusieurs survivants. Les gardes allemands restèrent. Ils s'assirent avec les prisonniers américains. Et pendant 2 heures, en cette veille de Noël 1944, il n'y eut plus d'Allemands et d'Américains, plus de gardes et de prisonniers, seulement des hommes. Le capitaine Weber, qui parlait parfaitement anglais, il avait travaillé à Londres avant la guerre, raconta sa famille, ses 3 filles qui vivaient à Hambourg, sa femme, Martha, une enseignante, qui lui écrivait chaque semaine, la peur de ne plus jamais les revoir. Le lieutenant Hawkins parla de sa ferme dans le Tennessee, des montagnes là-bas, si vertes en été, de son projet de devenir enseignant après la guerre, de son rêve que ses enfants n'aient jamais à connaître la guerre. Le soldat Davis montra une photo froissée de sa fiancée. Mary,
une infirmière de Dallas. Il voulait se marier à l'été 1944, puis vint la conscription. Elle l'attendait toujours. Le caporal Patterson parla en allemand avec Schneider. Sa grand-mère lui avait appris la langue. Les deux hommes découvrirent qu'ils venaient tous les deux de Munich. La boulangerie de Schneider se trouvait à seulement 5 rues de la maison où avait grandi la grand-mère de Patterson. Au fil des heures, un thé clair fut servi, du vrai thé, comme l'avait promis le capitaine Weber. La chaleur de la boisson, la douceur du sucre qui persistait encore en bouche, le doux murmure des conversations. À cet instant, la baraque 14 n'était plus un camp de prisonniers, c'était un refuge de l'humanité. À 21h30. La guerre ne permettait pas plus de temps. Les soldats allemands durent repartir. Le caporal Schneider fut le dernier à quitter la baraque. À la porte, il se retourna. Le sergent Mitchell s'était levé et saluait, pas militairement, pas ironiquement, mais avec un respect sincère. Schneider rendit le salut. Ses yeux étaient humides. Puis, il disparut. Les 34 soldats américains de la baraque 14 restèrent assis longtemps dans l'obscurité. Personne ne parlait beaucoup. Chacun était perdu dans ses pensées, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Le monde était toujours en guerre. Ils étaient toujours prisonniers, mais le désespoir absolu avait été brisé. L'humanité avait survécu. Dans les semaines et les mois à venir, les 34 hommes survivraient tous. Le Stalag 7A fut libéré le 29 avril 1945 par la 14e division blindée américaine. Sur les 27 000 prisonniers qui s'y trouvaient, plus de 26 400 survécurent. Un taux remarquable de plus de 96%, directement attribuable au strict respect de la Convention de Genève par des commandants comme le capitaine Weber. Le sergent Thomas Mitchell rentra au Wisconsin en juin 1945. Il épousa Alice, son amour de jeunesse, en 1946. Ils eurent 3 enfants. Mitchell vécut jusqu'en 2003, travaillant comme facteur à Milwaukee, jusqu'à sa mort à 82 ans. Il raconta l'histoire de cette veille de Noël au Stalag 7A. Ses enfants se souviennent qu'il pleurait à chaque fois qu'il en parlait, absolument à chaque fois. Le soldat de première classe, Robert Davis, retourna au Texas et épousa sa Mary en août 1945. Ils eurent 5 enfants. Davis devint enseignant, exactement comme il l'avait envisagé lors de cette veille de Noël. Chaque année, à la veille de Noël, sa femme Mary préparait un strudel aux pommes, pas parce qu'elle était allemande, elle était irlandaise-américaine. Mais en souvenir du jour où un boulanger allemand avait montré à son mari que les ennemis pouvaient être des êtres humains, le caporal William Patterson fit quelque chose d'extraordinaire après la guerre. En 1951, il se rendit à Munich. Avec l'aide de la Croix-Rouge, il retrouva le caporal Hans Schneider. La boulangerie avait été détruite, mais Schneider était vivant. Il avait recommencé dans les décombres, reprenant la boulangerie, essayant de reconstruire sa vie. Patterson n'était pas venu les mains vides. Grâce à une collecte de fonds dans l'Ohio, il avait réuni $2400. En 1951, c'était une fortune, assez pour reconstruire une petite boulangerie. Les 2 hommes pleurèrent en se serrant dans les bras. La nouvelle boulangerie de Schneider, qui ouvrit en 1952, s'appelait Boulangerie de la Paix. Au-dessus de la porte, il y avait une pancarte, en allemand et en anglais. Ici, l'humanité est cuite. Le capitaine Friedrich Weber survécut également à la guerre. Après 1945, il travailla pour la Croix-Rouge, aidant à la réunification des familles, recherchant les soldats disparus. Dans les années 1960, il fut invité à des réunions d'anciens combattants aux États-Unis. Lors d'une réunion en 1967, dans le Wisconsin, il fut accueilli par le sergent Mitchell, avec une étreinte. L'histoire de la veille de Noël 1944 au Stalag 7A fut mentionnée dans les journaux locaux.
apparut dans quelques mémoires d'anciens combattants, mais ne devint jamais vraiment célèbre, peut-être parce qu'elle ne correspondait pas au récit simple du bien contre le mal, peut-être parce qu'elle était trop complexe, trop nuancée. Mais pour les 34 hommes de la baraque 14, elle était toute. Le lieutenant Hawkins, qui devint plus tard sénateur du Tennessee, déclara en 1989, lors d'une interview, « Ce fut le moment où j'ai compris que la paix est possible. » Pas parce que les politiciens s'entendent, mais parce que des gens ordinaires décident de rester humains. Les chiffres racontent leur propre histoire. Dans l'ensemble du système de camps allemands pour prisonniers de guerre occidentaux, environ 95% survécurent à leur captivité. À titre de comparaison, en captivité japonaise, le taux de survie était d'environ 63%. Dans les camps soviétiques, pour soldats allemands, d'environ 64%. Ces chiffres ne sont pas aléatoires. Ils reflètent une décision. La décision d'hommes comme le capitaine Weber de respecter la Convention de Genève. La décision d'hommes comme le caporal Schneider de faire plus que ce que le devoir militaire exigeait. Bien sûr, ce n'est pas toute l'histoire. Il y avait aussi de la cruauté, aussi de la négligence, aussi de la souffrance. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est pleine d'horreurs qui ne doivent jamais être oubliées ou minimisées. Mais au sein de cette obscurité, il y avait des moments de lumière, des moments qui montraient que même dans la pire guerre de l'histoire de l'humanité, les gens pouvaient choisir de rester humains. La recette du strudel aux pommes que le caporal Schneider utilisait fut ensuite écrite. Elle venait de sa grand-mère Margaret, née en 1862 en Bavière, décédée en 1941. Margaret n'avait jamais rencontré un Américain. Jamais vécu une guerre personnellement comme son petit-fils l'a fait, mais sa recette, sa tradition, son amour de la pâtisserie devinrent un outil de paix, un pont entre les ennemis. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, il existe toujours à Munich une boulangerie qui porte le nom de Boulangerie de la Paix. Elle n'est plus dirigée par la famille Schneider. Hans est décédé en 1973. Ses enfants avaient choisi d'autres professions. Mais les nouveaux propriétaires ont gardé le nom, et chaque 24 décembre, ils préparent du strudel aux pommes selon l'ancienne recette, gratuitement pour tous ceux qui viennent. En souvenir, en 2004, Robert Mitchell, petit-fils du sergent Thomas Mitchell, visita Munich. Il voulait voir les endroits dont son grand-père avait parlé. Dans la boulangerie de la Paix, il raconta l'histoire. Le propriétaire, un homme d'âge moyen nommé Stéphane, écouta. Puis il disparut dans l'arrière-boutique. Il revint avec un vieux cahier jauni. C'était le livre de recettes de Schneider. Après sa mort, sa fille l'avait légué à la boulangerie. Sur la première page, il était écrit dans une écriture allemande à l'ancienne « Ces recettes sont plus que des instructions pour la pâtisserie, elles sont des souvenirs d'humanité. Partagez-les généreusement. » Robert Mitchell pleura en le lisant. Il photographia la page. De retour dans le Wisconsin, il la montra à sa grand-mère Alice, alors âgée de 84 ans et veuve depuis 1 an. Elle toucha la photo avec des doigts tremblants. « Ton grand-père, dit-elle, parlait de ce jour comme le plus important de sa vie, plus important que la libération, plus important que le retour à la maison, parce que ce jour-là, il a compris que les gens pouvaient être bons, même en guerre. » Les pains d'épices que Schneider avait préparés suivaient une autre recette, celle de sa mère. Le mélange d'épices était complexe, de la cannelle bien sûr, mais aussi de l'anis, des clous de girofle, une pointe de muscade, de la cardamome, du gingembre, le miel comme liant et douceur. Le résultat était un pain d'épices qui n'était pas trop sucré, pas trop épicé, mais parfaitement équilibré, tout comme le geste lui-même, pas excessivement patriotique. Pas sentimentaliste, mais simplement humain, ce qui rend cette histoire si extraordinaire. Ce n'est pas qu'elle était unique.
Dans les archives, on trouve des centaines de récits similaires. Des gardes allemands qui partageaient des couvertures, des commandants de camp qui organisaient des rations supplémentaires, des médecins qui traitaient les prisonniers comme leurs propres soldats, des cuisiniers qui faisaient preuve de créativité avec des ingrédients rares. Pour créer quelque chose de spécial, ces histoires sont rarement racontées parce qu'elles ne rentrent pas dans des catégories simples. Nous voulons des lignes claires, des héros et des méchants, le bien et le mal. La vérité est plus complexe. Les gens sont complexes, même en uniforme. Ils restent des êtres humains, avec la capacité à la bonté et à la cruauté, souvent dans la même personne. Le caporal Hans Schneider n'était pas un saint. C'était un simple soldat. Eux qui avaient vu des choses terribles, dont la vie avait été détruite par la guerre, mais à un moment donné, il a décidé de faire quelque chose de bien, quelque chose qui n'avait aucune valeur militaire, qui n'apportait aucun avantage stratégique. Il l'a fait parce que c'était juste, parce que ces jeunes hommes, ses ennemis par définition, étaient aussi des fils, des frères, des humains. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de la veille de Noël 1944 au Stalag 7A. L'humanité est une décision, pas une décision facile, pas une décision allant de soi, surtout en temps de guerre, où tout est fait pour déshumaniser l'ennemi, pour le transformer en autre, mais possible, toujours possible. Les 34 soldats américains de la baraque 14 n'ont jamais oublié cette leçon. Ils l'ont transmise à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Beaucoup, après la guerre, se sont engagés activement dans des mouvements pour la paix, pas en tant que pacifistes, mais en tant que personnes qui avaient compris que même les guerres légitimes ont un prix humain énorme, que chaque soldat, des deux côtés, a une famille, des rêves, des angoisses. Le sergent Thomas Mitchell a pris la parole en 1977 devant une classe de lycée à Milwaukee. Un élève lui a demandé « Avez-vous haï les Allemands ?» Mitchell est resté silencieux longtemps, puis il a dit « J'ai haï la guerre, j'ai haï ce qu'elle faisait de nous tous. Mais les Allemands individuellement? Non, pas après cette veille de Noël. Comment pourrais-je haïr un homme qui m'a apporté du strudel aux pommes alors qu'il avait lui-même à peine de quoi manger ?» Cette distinction entre le système et l'individu, entre l'armée et le soldat, entre le régime et l'humain, est cruciale. Elle nous permet de dire la vérité historique sans généraliser. L'Allemagne nazie était responsable d'atrocités inimaginables. La Wehrmacht était impliquée dans des crimes de guerre. Ces faits sont incontestables et doivent être rappelés. Mais au sein de ce système, il y avait aussi des hommes comme caporal Hans Schneider. Des hommes qui ont choisi de rester humains. Raconter leurs histoires ne signifie pas relativiser les crimes. Cela signifie reconnaître la pleine complexité de l'humanité, la capacité à la cruauté et à la bonté coexistant souvent. Les documents provenant du Stalag 7A, aujourd'hui conservés aux archives fédérales à Fribourg, racontent une histoire remarquable de discipline et d'humanité. Les inspections menées par la Croix-Rouge internationale ont constamment révélé de bonnes conditions. Le taux de mortalité parmi les prisonniers était inférieur à 4%. Remarquablement bas compte tenu des circonstances. Des centaines de lettres de prisonniers américains à leurs familles, archivées après la guerre, mentionnent le traitement équitable. Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat d'ordres venant d'en haut et de leur application par ceux d'en bas. Des commandants comme le Hauptmann Weber prenaient leurs responsabilités au sérieux. Des soldats comme le caporal Hans Schneider interprétaient leurs devoirs au-delà des attentes. Ensemble, ils ont créé un environnement où les prisonniers pouvaient survivre, où la dignité était préservée, où, lors d'une veille de Noël, on pouvait préparer du strudel aux pommes. Aujourd'hui, il ne reste que peu de survivants de cette époque. Les plus jeunes ont presque 100 ans. Bientôt, cette génération aura complètement disparu. Leurs témoignages directs se seront tus. C'est pourquoi
il est si important de préserver leurs histoires maintenant. Toutes les histoires, celles de l'horreur et celles de l'humanité. En 2019, Élodie Dubois, arrière-petite-fille du caporal William Patterson, a visité le mémorial de l'ancien Stalag 7A. Un petit musée s'y trouve aujourd'hui. Elle a apporté quelque chose avec elle, la recette originale du strudel aux pommes que son arrière-grand-père avait reçue de Hans Schneider en 1951. Le musée l'a acceptée avec reconnaissance. Elle est maintenant accrochée là, derrière une vitre. À côté d'uniformes, de plaques d'identité et de documents officiels, une recette, un morceau de papier avec des listes d'ingrédients et des instructions, mais aussi un monument à l'humanité. Les visiteurs du musée, allemands, américains et des gens du monde entier, s'arrêtent souvent longuement devant cette recette. Certains pleurent, d'autres sourient. Tous comprennent, c'est plus qu'une recette de cuisine. C'est un témoignage du fait que, même dans les moments les plus sombres, les gens peuvent choisir d'apporter de la lumière. Ce n'est pas seulement une histoire du passé. Elle parle directement à notre époque, dans un monde qui semble souvent polarisé, où les autres sont diabolisés, où les différences sont mises en avant au lieu des points communs. La veille de Noël 1944 nous rappelle « Nous sommes tous des êtres humains, sous les uniformes, les drapeaux, les idéologies. Nous sommes tous le fils de quelqu'un, le père de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Le caporal Hans Schneider n'était pas exceptionnel. C'était un homme ordinaire qui, dans des circonstances extraordinaires, a fait le choix de rester humain, et ce choix, multiplié par des milliers de moments et d'hommes similaires, a fait la différence entre la survie et la mort pour des milliers de prisonniers de guerre. Le sergent Thomas Mitchell. Le soldat de première classe, Robert Davies, le caporal William Patterson. Ils sont tous entrés dans cette veille de Noël en tant que prisonniers brisés et désespérés. Ils en sont ressortis transformés, non pas parce qu'un morceau de gâteau a tout arrangé. La guerre était toujours réelle, la captivité toujours difficile, mais parce qu'ils avaient reconnu une vérité fondamentale. L'ennemi était aussi un être humain. Et cette reconnaissance, une fois acquise, ne pouvait plus jamais être annulée. Ces histoires sont inconfortables. Elles ne correspondent pas au récit simple que nous préférons, mais c'est précisément pourquoi elles doivent être racontées. L'histoire n'est pas noire et blanche. C'est un tissu complexe de décisions individuelles, de circonstances, de contextes. Chacune de ces histoires, celle des atrocités et celle de l'humanité, doit être racontée pour que nous puissions comprendre toute la vérité. Les recettes que Hans Schneider utilisait sont encore utilisées aujourd'hui, dans la Friedensbäckerei à Munich, bien sûr, mais aussi dans le Wisconsin, où la petite fille de Mitchell prépare du strudel aux pommes chaque Noël, au Texas, où l'arrière-arrière-petit-fils de Davies utilise la recette du pain d'épices, sans savoir pourquoi elle est si importante, dans l'Ohio, où la famille de Patterson a une tradition, chaque veille de Noël. L'histoire est racontée. Puis du strudel aux pommes est servi. C'est ainsi que l'humanité survit, pas par de grands gestes ou des commémorations officielles, mais par de petites traditions, des histoires racontées, des recettes préparées, génération après génération, transmises comme un héritage précieux. Vous savez, ce qui est le plus touchant dans cette histoire, ce n'est pas le strudel aux pommes lui-même, c'est la décision qui le sous-tend. Hans Schneider aurait pu dire non. Il aurait pu invoquer les ordres, le rationnement, la nécessité militaire. Personne ne lui en aurait voulu. Au lieu de cela, il a travaillé 72 heures sans dormir, à organiser des ingrédients impossibles, a peut-être même risqué des ennuis avec ses supérieurs, pour donner un moment de joie à 34 soldats ennemis. Ce n'est pas de l'héroïsme hollywoodien, pas un moment dramatique où quelqu'un risque sa vie. C'est quelque chose de beaucoup plus ordinaire, et donc beaucoup plus puissant. Un homme qui a utilisé son métier pour faire preuve de bonté.
un boulanger qui a cuisiné, mais avec amour, avec intention, avec la pleine conscience que ce geste signifierait plus que 1000 discours sur l'humanité. Et il avait raison, 80 ans plus tard, nous en parlons encore. L'histoire vit, la leçon survit, l'humanité, une fois manifestée, a un écho qui résonne à travers les générations. Y a-t-il des histoires familiales de prisonniers de guerre dans votre famille? Votre grand-père ou votre arrière-grand-père ont-ils vécu des moments similaires? Des instants où l'humanité a transcendé les uniformes? Ces histoires sont précieuses. Elles doivent être conservées, non pas pour romantiser la guerre, mais pour comprendre la complexité totale du comportement humain, dans des circonstances extrêmes. Partagez-les dans les commentaires. Chaque histoire que vous partagez est un fragment d'histoire qui sera préservé pour les générations futures, un témoignage inestimable pour ne jamais oublier que même au cœur des ténèbres, la lumière de l'humanité peut briller